c'est donc l'objectif de la démonstration, c'est de faire un résumé sur les concepts fondamentaux de l'orienté objet avec C#. Et particulièrement donc le concept objet, classe, il y a l'héritage, il y a l'accessibilité, et aussi le polymorphisme. Donc en même temps, ce serait l'occasion donc d'inclure ces concepts qui sont liés au polymorphisme. Donc on va essayer de créer un projet qu'on va appeler TP fruit, un projet console application. Bien, alors dans ce projet-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, quand on le voit comme on le voit dans le diagramme de classe, créer une application qui permet de gérer des pommes et des oranges et qui ont des caractéristiques communes dans la classe fruit. Donc, on va tout d'abord commencer par créer la classe fruit, new class, fruit. Alors, c'est une classe. Alors, on va donc utiliser un namespace qu'on va appeler par exemple métier, donc je peux l'appeler comme je veux. Alors en fait, la classe fruit, donc on peut dire que la classe fruit, c'est une classe qui est abstraite. Alors en fait, nous avons dit qu'une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée, mais généralement les classes abstraites sont faites pour être dérivées, c'est-à-dire il y aura des classes dérivées, et d'ailleurs c'est le cas, parce que nous avons une pomme et la classe pomme qui hérite de la classe fruit, et la classe orange qui hérite de la classe fruit. Alors on va supposer que un fruit est défini par le poids, qui est de type int. On va définir un constructeur sans paramètre. Alors en fait, dans ce constructeur-là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc d'afficher un message. Console.writeLine, création d'un fruit. Alors bien sûr, pour examiner quelques éléments concernant le polymorphisme, donc on aura besoin d'utiliser ce message-là. Après, on aura besoin de définir une méthode affiche qui est virtuelle. Void affiche. En fait, une méthode virtuelle, donc nous avons dit que c'est une méthode qui peut être redéfinie dans les classes dérivées, particulièrement en utilisant le mot-clé override par la suite. Alors ici, donc, on va supposer que la méthode affiche, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet, s'il vous plaît, alors vous aurez, c'est pratiquement impossible de suivre cette démonstration parce qu'on va à chaque fois bouleverser, plutôt c'est une démonstration de concept, c'est pas une application à développer. Donc tout ce que je vous demande, c'est de suivre dans un premier temps, mais après, on va faire un exercice d'application et vous aurez l'occasion de travailler dessus, d'accord? Alors, la classe, la méthode affiche, donc pour nous, il va rien permettre, parce que là, il y a un petit problème. Il va afficher un message. Alors, quel message donc on va afficher? C'est un fruit. Suivez bien. Enregistrer. Alors, ça, c'est la classe. Alors, maintenant, je vais créer une classe. Alors, créer une classe dérivée qu'on va appeler pomme. Alors, la classe pomme, c'est une classe toujours dans le même package, par exemple, métier. Alors, c'est une classe qui hérite de la classe fruit, donc on va utiliser deux points. Fruit. Donc, la classe pomme hérite de la classe fruit. Alors, je vais définir un constructeur public. Pomme. Alors, pour créer une pomme, on aura besoin de spécifier le poids de la pomme. Alors, 10.poids égale à P. Alors, pourquoi j'ai le droit d'accéder à l'attribut poids qui a été déclaré dans la classe fruit? Tout simplement, il est déclaré protected. Donc,
j'ai donné le droit d'accès aux classes dérivées. Alors bien sûr, ça ne serait pas le cas si vous l'avez déclaré privé. Alors privé, alors vous voyez donc ici, donc vous n'avez pas le droit d'y accéder. Alors dans notre cas, donc on a choisi protected pour faire la différence. Alors ensuite, on va redéfinir la méthode affiche. On va utiliser le mot-clé override. Vous voyez bien quelles sont les différentes méthodes que je peux redéfinir avec override. C'est la méthode affiche. Donc je redéfinis la méthode affiche. D'ailleurs, vous voyez que par défaut, il vous propose d'utiliser base.affiche. C'est-à-dire je ne fais que appeler la méthode de la classe parente. Alors, oui. Affiche, elle est de type abstrait? Non, il est virtuel. Alors virtuel, c'est parce qu'il va être redéfini avec le mot-clé override. Alors ici, dans notre cas ici, on va juste afficher un message. Write line. Création. C'est pas création, c'est une pomme. C'est une pomme. Monsieur, Et on va ajouter une méthode affiche-point, oui. monsieur, attends, c'est override ou rejeter la partie Oui. Alors, il provient de quelle classe? Object. La classe object. Parce que nous avons dit que généralement toutes les classes héritent de la classe object. Alors, on va ajouter une méthode affiche-point, public void, affiche-point. Alors, cette méthode-là, pour nous, c'est une méthode qui va juste afficher le message, le poids de la pomme est console.writeLine, le poids de la pomme et de points l'attribut poids. C'est bon? Alors, j'ai oublié d'afficher ici un message, donc c'est juste pour voir ce message au moment de l'exécution. Une fois que j'initialise le poids, donc je vais afficher le message création d'une pomme. Console.writeLine, création d'une pomme de poids, par exemple, grammes. Alors ça, c'est la classe pomme. On va faire la même chose pour créer la classe orange. C'est un copier-coller. Copie, paste. Et on va la renommer. Donc ça, c'est orange.cs. Alors la classe orange, on va la changer. Donc ici, c'est orange. Le constructeur doit porter le même nom que la classe. Donc ici, c'est une orange. La méthode affiche, c'est une orange. Le poids de l'orange est. Donc c'est juste des modifications. Donc ça veut dire que nous avons une classe abstraite qui est fruit. Donc vous avez deux classes dérivées, pomme et orange. Alors maintenant, on va essayer de voir dans l'application. Alors dans l'application, la première des choses que nous allons voir, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'instanciation. Donc je voudrais créer une instance d'un fruit. Je veux créer un fruit. Alors tout d'abord, est-ce que je peux créer un fruit? F égale new fruit. Alors d'ailleurs, on ne peut pas, alors fruit F égale new fruit. Déjà, premièrement, je ne suis pas dans le même namespace, c'est-à-dire je vais utiliser using le package, je l'ai appelé métier, parce que je ne suis pas dans le même namespace. Mais malgré tout, donc voilà, je reconnais la classe fruit, mais par contre, je n'ai pas le droit. Alors ici, donc, il vous dit qu'on ne peut pas créer une instance d'une classe abstraite. Donc ça, c'est l'effet de abstract. Alors bien sûr, je ne peux pas créer des fruits, et par contre, je peux créer soit les pommes, soit les oranges. C'est bien les classes concrètes. Alors justement, je vais créer une pomme P égale new pomme. Pour créer une pomme, j'ai besoin de spécifier le poids. Alors d'après vous,
Regardez bien, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'application, mais plutôt analyser ce qui se passe. Quel est le message qui va être affiché? Alors, sachant que la classe pomme, quand on l'instancie, on appelle le constructeur. Ben, a priori, il devrait nous afficher le message création d'une pomme de 3 grammes. Alors, on va exécuter. Alors ici, donc, pour juste arrêter l'affichage, on va utiliser readline. Alors, quand j'exécute, vous allez remarquer quelque chose de très important. Alors, je vais agrandir la taille des caractères. Alors, regardez bien. Déjà, regarde. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, c'est vrai, il nous affiche création d'une pomme de 90 grammes, mais en même temps, il vous affiche création d'un fruit. Alors, le message de la création d'un fruit, il ne provient d'où? Il provient du constructeur de la classe fruit. Alors, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que quand vous créez une instance d'une classe, il y a automatiquement instantiation de la classe parente. Donc, si vous créez un objet de type pomme, avant de créer l'objet pomme, il y a tout d'abord création d'un objet de type fruit. Mais après, par la suite, l'objet pomme va, on va dire, hériter de l'objet fruit. Alors ça, c'est ce que vous apprenez. Autrement dit, c'est que l'appel au constructeur sans paramètre, il est implicite. Alors c'est exactement, c'est comme si vous mettez ici. Alors comment faire appel au constructeur de la classe parente? Deux points. Alors, si quand vous appelez le constructeur sans paramètre, c'est-à-dire si vous ne faites pas appel au constructeur sans paramètre, il se fait implicitement. C'est-à-dire, de toute façon, quand vous créez un objet d'une classe, il y a tout d'abord instantiation de la classe parente. Il dit que donc dans la classe parente, forcément, et par défaut, il appelle le constructeur sans paramètre. Alors ça, c'est la première constatation. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand vous mettez pomme t égale new pomme, qu'est-ce qui se passe réellement? Au niveau de la mémoire, je trouve tout d'abord un objet de type oui, qui va être créé, dans lequel il y aura à quoi est égal le poids. Le poids c'est 90, avec sa méthode affiche, ok? Et après il va également créer un objet de type pomme. Alors cet objet-là, qu'est-ce qu'il contient? Tout simplement cet objet-là, tout simplement, il va ajouter un attribut qui va appeler base. Et qu'est-ce qu'il va mettre là? Il va mettre l'adresse mémoire de cet objet. C'est-à-dire que base, il est lié à cet objet. Voilà pourquoi, quand vous utilisez base point, ça veut dire quoi? Vous appelez la méthode de la classe parente. Et en même temps, j'ai une redéfinition de la méthode affiche et j'ai la méthode affiche quoi? Monsieur, l'exemple est appelé par défaut. Oui. Alors c'est ce qui se passe réellement. Donc ce que vous découvrez, c'est que quand vous créez un objet de la classe forme, il y a automatiquement création d'un objet de fruit. Alors ça c'est la première constatation. Alors en principe, regardez bien, ça c'est la réalité. Alors maintenant, c'est la réalité, et d'ailleurs on le voit clairement, regardez. Je vois qu'il y a combien de versions de la méthode affiche que j'ai dans mon application? Il y a une méthode affiche qui est déclarée dans la classe fruit, mais il y a également une méthode affiche qui est dans pomme. C'est la réalité, ce qui se passe au niveau de la mémoire. Mais dans la représentation, quand vous représentez un objet pomme, comment on va le représenter? Alors ça c'est l'équivalent à quoi? Au niveau représentation humaine, ben, tout simplement un objet pomme. Cet objet-là, il a un état qui est le poids égal 90. Il a un comportement qui est défini par les deux méthodes
affiche et affiche pomme. Est-ce que vous voyez? Normalement, ça c'est comme ça qu'on représente l'objet pomme. C'est de la représentation. Mais la réalité, c'est elle est là. Voilà ce qui se passe au niveau de la mémoire. Mais quand vous travaillez avec UML, quand vous représentez un objet de type pomme, vous le représentez comme ça. Alors, on peut faire la même chose, la même constatation. C'est le même cas pour la classe orange. Si vous créez un objet de type orange, O égale new orange. Alors, si vous exécutez, vous allez remarquer, regardez, qu'est-ce qu'il affiche? Création d'un fruit, création d'une pomme, création d'un fruit, création d'une orange. De toute façon, à chaque fois que vous créez un objet d'une classe, il y a instantiation de la classe parente. Alors, c'est la première forme du polymorphisme qu'il faut comprendre. Deuxièmement, est-ce que c'est clair? Alors maintenant, vous allez comprendre une chose, c'est que parfois, quand vous utilisez l'héritage, si par exemple dans la classe fruit, vous avez défini un constructeur sans paramètre. Par exemple, vous avez défini un constructeur avec un paramètre de type int. Je fais ça exprès. Alors quand vous arrivez vers la classe pomme, regardez. Si vous faites appel, si vous créez un constructeur de la classe pomme, là, vous êtes obligé de faire appel au constructeur de la classe parente. Pourquoi? Parce que maintenant, par défaut, il appelle toujours le constructeur sans paramètre. Or, maintenant, vous avez défini un constructeur avec paramètre. Et là, il ne peut pas se faire implicitement. Ici, vous serez obligé d'utiliser BSP. C'est-à-dire, vous êtes obligé maintenant de faire appel au constructeur avec paramètre. Mais vous le faites explicitement. D'accord? Alors d'ailleurs, ce qui explique parfois quand vous héritez d'une classe, il vous dit et il vous impose de redéfinir un constructeur. Quand est-ce? Généralement, quand il n'y a pas de constructeur sans paramètre dans la classe parente. Donc ça, c'est une constatation à faire. Alors en fait, ce n'est pas notre cas ici, donc on va rester toujours dans le cas d'un constructeur sans paramètre. Vous suivez? Jusqu'à présent. Alors maintenant, la deuxième forme du polymorphisme, on a vu le cas de l'instanciation. Maintenant, on va essayer donc de voir la notion de surcasting des objets. Je déclare un attribut fruit. Est-ce que je peux attribuer un objet de type fruit? Est-ce que je peux lui attribuer un objet de type pomme? La réponse est oui. Je peux bien déclarer un attribut de type fruit et je peux lui affecter un objet de type pomme. Pourquoi? Parce qu'une pomme, c'est un fruit. Mais quand vous travaillez comme ça, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un surcasting. Pourquoi surcasting? Parce que je crée un objet de type pomme, mais je le considère en tant que fruit. Je suis en train de généraliser. Alors en fait, dans ces chartes, le surcasting peut se faire implicitement comme il peut se faire explicitement. Alors si vous voulez le faire explicitement, voilà ce qu'on devrait écrire. On devrait écrire ici, c'est la même chose. Ça veut dire que je crée une pomme et je la considère comme étant un fruit. Mais quand vous voulez faire le surcasting, il n'est pas nécessaire de le spécifier explicitement. C'est tout à fait normal, quand vous prenez une pomme, vous pouvez dire c'est un fruit, il n'y a pas de problème. Oui. Alors justement, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Alors ici, du moment que la classe pomme hérite de la classe fruit, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que on peut bien déclarer un handle ou bien un attribut de type fruit et je peux lui affecter un objet de type pomme. Alors ça, c'est un surcasting. Alors, réellement, ça veut dire quoi, fruit F? Regarde. Quand tu déclares un fruit F, ça veut dire que vous déclarez une variable F. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous déclarez un handle, c'est une variable, n'est-ce pas? Et après, quand vous dites F égale new pomme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous créez une pomme, vous prenez son adresse mémoire,
prenez l'adresse mémoire de cet objet, on va le stocker dans l'adresse de type. Tout simplement. Ça veut dire que ici, donc, f, c'est vrai qu'il est de type fruit, mais il peut bien recevoir la référence d'une pomme. Alors ça, c'est le surcasting. Alors, sauf que le surcasting peut se faire implicitement, comme le cas ici, comme il peut se faire explicitement. Alors maintenant, ici, du moment que j'affecte une pomme à un attribut de type fruit, je peux également écrire f égale new orange. Vous voyez donc la différence, c'est que je déclare un attribut de type fruit, à un moment donné, je peux lui affecter un objet de type pomme, comme je peux lui affecter un objet de type orange. Alors ça, tout ça, c'est un surcasting implicite. Alors si vous voulez le faire explicitement, on va utiliser fruit. Alors, le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que le surcasting des objets se fait implicitement comme il peut se faire explicitement. Alors, généralement, on n'a pas besoin de le faire explicitement, le surcasting. Est-ce que c'est clair? La orange. J'ai l'adresse mémoire, il y a l'orange. Alors maintenant, si j'écris encore f égale new orange, je crée un autre objet orange. Tout ce que je fais, c'est que je vais écraser cette adresse mémoire. Ben, je la remplace par cette. Donc, vous voyez donc l'attribut, il représente un objet. Il contient la référence d'un objet à un instant donné. Donc, ce qui fait que quand je déclare un attribut de type fruit, à un instant donné, je peux lui affecter une forme, mais dans un autre instant, je peux lui affecter une orange. D'accord? Alors ça, c'est le surcasting. Alors maintenant, voyons le cas de le sous-casting. Oui. Comment? Exactement. Alors généralement, le surcasting, il se fait implicitement. Donc on n'a pas besoin d'explicitement, exactement. Alors ça, c'est le surcasting. Alors maintenant, on va essayer donc de regarder le cas du sous-casting. Alors regardez bien. Supposons que je voudrais faire appel à la méthode affiche poids. F point affiche poids. Est-ce que le compilateur va accepter ça? La réponse, elle est déjà là. Alors, regardez bien. Alors, le compilateur, comment il travaille? Le compilateur, pour lui, quand vous appelez la méthode d'un objet, f, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder f, il est déclaré de quel type? De type fruit. Il va regarder la classe fruit. Est-ce qu'il y a une méthode affiche poids? Ça n'existe pas. Ben, il vous dit tout simplement que cette méthode n'existe pas dans la classe fruit. N'est-ce pas? Or, en réalité, à cet instant-là, f, qu'est-ce qu'il représente? Une pomme. Donc maintenant, si je veux appeler la méthode affiche poids de pomme, ici donc je suis en train de faire un sous-casting. Regardez bien. C'est vrai que f c'est un fruit, mais en réalité c'est une pomme. Je suis en train de passer maintenant d'un cas général vers un cas particulier. Alors vous voyez ici donc le sous-casting dans ce cas-là, il ne peut pas se faire implicitement. Le sous-casting ici, il faut le faire explicitement. Comment? On va le faire explicitement. Il fallait spécifier f. C'est vrai que f c'est un fruit, mais en réalité c'est une pomme. Et après j'ajoute une autre parenthèse ici. Alors maintenant le compilateur, vous lui résolvez le problème parce que le compilateur il va comprendre que la méthode affiche poids qui est désignée ici, il concerne la classe pomme. Alors maintenant quand on va exécuter, on va voir qu'il n'y a pas de problème, il vous dit que le poids de la pomme est 80. C'est bien la méthode affiche de la classe pomme qui a été appelée. C'est bon? Non mais attendez, c'est pas le même résultat. Maintenant ce qu'on vient d'ajouter c'est cette ligne. Tout à l'heure on a juste créé l'instance. On a créé des instances, d'accord? Alors maintenant je veux appeler la méthode affiche poids. Pour appeler la méthode affiche poids de la classe de l'objet f, on vient de voir qu'on est obligé de faire un sous-casting, n'est-ce pas?
Ah ouais, il est encore là. On n'a pas utilisé on a utilisé directement le nom de la classe pour créer une nouvelle. Oui. Alors, si vous avez déclaré f de type pomme, le problème ne se pose pas. Mais maintenant, je suis en train de parler du cas où vous avez un fruit, plutôt un attribut de type fruit. Et après, vous lui affectez un objet de type pomme. Est-ce que c'est clair? Le stochastic, donc, ne peut se faire implicitement. Mais après, regardez bien. Est-ce que maintenant, on aura le même problème pour la méthode affiche? f.affiche, regardez bien. Est-ce que le compilateur accepte? Oui. Alors pourquoi? Parce que la classe pomme, voilà, la classe fruit contient la méthode affiche. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, au moment de l'exécution, est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de fruit, d'après vous, ou bien la méthode affiche de pomme? La méthode affiche de pomme, la méthode affiche de fruit. Alors on va exécuter, on va regarder. Alors, quelle est la méthode qu'il va appeler? Après, on va trouver les explications. Regardez bien. Le dernier message, regardez le dernier message. C'est une pomme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ce qui s'est passé ici, donc, c'est ici, vous avez... Alors, pour le compilateur, pour lui, au niveau syntaxe, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais au moment de l'exécution, qu'est-ce qu'il fait au moment de l'exécution? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va tester, généralement, quand on appelle la méthode affiche de f, il va regarder f, il représente quoi? Il représente une pomme. Donc, c'est-à-dire que f, c'est vrai, c'est un fruit, mais en réalité, à cet instant-là, c'est une pomme. Donc, il va appeler la méthode affiche de pomme. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle un stochastic implicite. Est-ce que vous voyez ici le stochastic implicite? C'est-à-dire que, ici, c'est exactement, c'est comme si vous écrivez pomme affiche. Alors, sauf que le premier cas ici, on a vu que ça, c'est un stochastic qui doit être explicite. On est obligé. Mais ici, c'est un stochastic qui est implicite. Pourquoi? Tout simplement parce que la méthode est déclarée dans la classe parente. Alors, en fait, grâce à quoi? Grâce à un phénomène de la compilation dynamique qui s'appelle le late binding. La liaison tardive. Alors, en fait, la liaison tardive. Alors, c'est un concept que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous le réexplique. Alors, dans la programmation structurée, dans les langages non orientés objet, généralement, ce qui se fait, c'est la compilation statique, n'est-ce pas? Généralement, quand le compilateur rencontre l'appel à une méthode, c'est au moment de la compilation qu'il va chercher à faire le lien. Donc, ça, c'est pour la compilation statique, n'est-ce pas? Alors, cette technique-là n'est pas utilisée pour le cas de la programmation orientée objet. Pourquoi? Parce que dans la programmation orientée objet, quand le compilateur fait appel, plutôt comme le cas ici, regardez bien, comme le compilateur, c'est un très bon exemple, quand le compilateur, il regarde ici f.affiche, pour lui ça marche, syntaxiquement. Mais est-ce que le compilateur va décider, est-ce qu'il s'agit de la méthode affiche de fruits, ou bien de pomme, ou bien de orange? Non. Au moment de la compilation, il ne le fait pas. Quand est-ce qu'il va le faire? C'est au moment de l'exécution. Alors, au moment de l'exécution, automatiquement, il va regarder si f est une instance de pomme, il fait appel à la méthode affiche de pomme. Si c'est une instance de orange, il fait appel à la méthode affiche de orange. Alors d'ailleurs, on peut le constater ici. Si vous écrivez f à nouveau égale new orange, et à nouveau vous écrivez f.affiche. Alors vous voyez bien que c'est f.affiche, f.affiche. Mais est-ce que ça va produire le même résultat? Non. Et si vous exécutez, vous allez avoir, au début c'est une pomme,
et là c'est une orange. Alors ici nous avons utilisé le phénomène des polymorphismes qui permet de déterminer automatiquement la bonne version de la méthode qu'il faut appeler. Mais tout ça grâce à quoi? C'est parce que tout simplement dans la classe pomme, fruit, nous avons déclaré une méthode virtuelle que nous avons appelée affiche. D'accord? Alors que le problème maintenant, va être posé pour le cas de affiche poids. Alors pour le cas de affiche poids, donc on est obligé de faire un sous-casting. Donc ici dans notre cas ici, donc on fait un sous-casting vers la classe pomme. Mais qu'est-ce qui se passe si vous faites un sous-casting vers orange? Est-ce que syntaxiquement pour lui ça marche? Au niveau syntaxe, ça marche, il n'y a pas de problème. Parce que pour lui, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce que dans la classe orange, est-ce qu'il y a la méthode affiche poids. Mais on va regarder dans l'exécution. Au moment de l'exécution, oui, c'est exprès que je fais ça. Alors maintenant, c'est-à-dire que pour moi, ça marche. Au niveau du compilateur, il peut compiler. Mais quand on va exécuter, vous allez voir, il y a une exception. Alors ici, donc, il y a une exception qui se produit au moment de l'exécution. Il vous dit qu'on ne peut pas faire le cast. Je ne peux pas caster un objet pomme en orange. Alors c'est exactement ce qui se passe ici. Alors on va arrêter l'exécution. C'est que vous avez ici F, c'est une pomme, et après vous voulez faire un casting vers orange. Alors ici donc le casting ne peut pas se faire. Alors donc ici quand vous êtes en train de faire un sous-casting explicitement, généralement on est obligé de faire le test. Il faut tester. Est-ce que c'est une pomme? Je fais un sous-casting vers pomme. Est-ce que c'est une orange? Je fais un sous-casting vers orange. Alors ça c'est quelques éléments. Alors si on résume, on vient de voir donc 4 cas. Le premier, c'est l'instanciation. Quand vous créez une instance d'une classe, il y a instanciation de la classe parente. Deuxièmement, le surcasting peut se faire implicitement. Le sous-casting ne peut se faire que explicitement si la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente. Et on vient de voir également que le sous-casting peut également se faire implicitement grâce au phénomène de late binding, la liaison tardive. Ça veut dire que la liaison entre l'appel et la méthode se fait au moment de l'exécution et non pas au moment de la compilation. D'accord? Et dans ce cas-là, donc, le sous-casting se fait implicitement. Alors, en fait, pour les méthodes qui sont déclarées sealed, rappelez-vous tout à l'heure, quand vous avez une méthode sealed ou bien une classe sealed, généralement, c'est exactement. Alors, si vous avez, par exemple, au lieu de abstract ici, vous avez déclaré sealed. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que si vous regardez dans le... Alors, fruit, on arrête ça. Public class. Sealed class. Alors, c'est pas ici que je vais l'utiliser. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand vous utilisez sealed, c'est que en principe le compilateur, il le traite comme étant, il le traite au niveau de ce qu'on appelle le early binding, c'est-à-dire la liaison précoce. C'est que quand vous avez une méthode qui est déclarée de type sealed, donc ce n'est pas au moment de l'exécution qu'il va faire le lien, mais il le fait au moment de la compilation. Alors uniquement ce travail, le lien entre la méthode et l'appel se fait au moment de la compilation uniquement pour les méthodes qui sont déclarées de type sealed. Alors l'avantage bien sûr c'est quoi? C'est l'optimisation, c'est que le programme il est relativement optimisé. Pourquoi? Parce que le lien il est déjà établi au moment de la compilation. Alors maintenant on va essayer de voir, pour voir les autres concepts, on va parler des objets, pour voir l'intérêt de tout ça. Alors vous avez ici donc les exemples, les tableaux et les collections.
Alors maintenant, la réalité, c'est que quand vous créez une application d'une manière générale, par exemple, qui permet de gérer les produits, plutôt les fruits, alors vous savez que vous allez utiliser les pommes et les oranges. Alors la question maintenant, est-ce que vous allez déclarer un tableau qui contient les pommes et un tableau qui contient les oranges, ou tout simplement vous allez déclarer un tableau qui contient les fruits? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez préférer? Alors, pour faciliter la gestion des fruits, logiquement, on va déclarer un tableau de fruits. Alors, quand je déclare un tableau de fruits, ça veut dire que dans le tableau, je peux bien stocker soit les pommes, soit les oranges. C'est ce qu'on vient de voir parce qu'il y a un surcasting qui peut se faire implicitement. Alors, on va essayer donc de voir comment déclarer un tableau de fruits ici. Alors, pour déclarer un tableau de fruits, on va utiliser fruits entre crochets, les fruits. Alors ça c'est, je déclare le tableau, c'est la déclaration. Alors maintenant, si vous voulez l'initialiser, si vous voulez créer le tableau, il faut ajouter égal new fruit et vous spécifiez la dimension du tableau. Alors par exemple ici, donc je vais spécifier 3. Alors c'est exactement ce qui va se passer ici, c'est que, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai déclaré un tableau fruit et après je viens de créer un tableau. Alors chaque élément du tableau, il va représenter un objet qui peut être soit une pomme, soit une orange. Alors on va affecter les objets au tableau. Les fruits de 0, le premier élément du tableau, égale new pomme et je spécifie la dimension. Les fruits de 1 égale new orange. Et les fruits de 2 égale new pomme. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affecter les pommes et les oranges en même tableau de type fruit? C'est parce que le surcasting peut se faire implicitement, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez parcourir ce tableau, alors vous pouvez utiliser une boucle for. Alors for int i égale à 0 et inférieur les fruits point get length. Alors c'est un peu différent pour Java. Get length est inférieur. Alors ici, alors qu'est-ce que j'ai? Alors int est égal à 0 point. Alors length get length, ça devrait être un entier, et plus qu'est-ce qui manque? En fait, c'est length, c'est pas get length. Alors, je cherchais. Ça, c'est autre chose. Alors, donc, les fruits point length, j'étais en train de mélanger avec une autre situation. Alors, point length, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais accéder les fruits de i. Alors, maintenant, je voudrais appeler la méthode affiche. Point affiche. Regardez bien. Et ça, c'est une situation qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que ici, le compilateur, il accepte. Pourquoi? Parce que pour lui, affiche les fruits, il est de quel type? Fruits. Est-ce que la méthode affiche existe dans la classe fruits? Ça passe. Mais est-ce que le compilateur va se casser la tête pour savoir est-ce qu'il s'agit d'affiche de pomme ou bien de orange? Non. Il va laisser ça au moment de l'exécution. Alors qu'au moment de l'exécution, grâce au phénomène du polymorphisme,
Alors, console.readline. Alors, grâce au phénomène du polymorphisme, nous allons remarquer que ici, vous avez c'est une pomme, c'est une orange, c'est une pomme. Il détermine automatiquement le type de l'objet. Donc, ça veut dire ici, il y a un stochastique qui est implicite. Mais regardez bien, les choses se compliquent pour la méthode affiche-poids. Alors, je veux appeler la méthode affiche-poids. Le compilateur n'accepte pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que la méthode affiche-poids n'existe pas dans la classe fruit. C'est quoi la solution? On va faire un stochastic explicite. Vers quoi? Alors maintenant, comment ça va? Est-ce qu'on va faire le casting vers pomme ou orange? Donc ici, on est obligé de faire un test. Il faut chercher un opérateur qui nous indique est-ce que l'objet est une instance de pomme. Alors dans ce cas-là, je fais un stochastic vers pomme. Sinon, je fais un stochastic vers orange. Alors en fait, cet opérateur est le suivant. Alors, if fruit. Alors en fait, dans le langage Java, on utilise instance of, n'est-ce pas? Alors ici dans C#, on utilise tout simplement is. Ça veut dire que si les fruits de E est une pomme. Alors si c'est une pomme, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un stochastic vers pomme. J'ajoute les parenthèses ici. Else, je fais un stochastic vers orange. Alors si vous exécutez votre application comme ça, a priori ça va marcher. Parce qu'après, regardez, le poids de la pomme est 90, le poids de l'orange est, et le poids de la pomme est. Alors c'est donc on fait le casting. Sauf que c'est quoi la différence entre ça et ça? Alors ici, à l'appel de la méthode affiche, il y a un stochastic implicite. Alors ici, donc, le stochastic se fait explicitement. Le problème, c'est posons qu'il n'y a pas que les pommes et les oranges. Il y en a d'autres classes dérivées. Alors ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir beaucoup de tests. Alors vous allez comprendre une chose maintenant, c'est quoi la différence entre un programmeur qui sait utiliser le polymorphisme et un autre programmeur qui n'exploite pas. Alors la différence, c'est quoi? C'est que si, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce que vous devrez faire en principe? Alors, dans votre conception, vous allez dire, tout simplement, je vais revenir à la conception. Dans la classe fruit, je vais déclarer une méthode que je vais appeler affiche-poids. Alors, cette méthode-là, on va la déclarer abstract. Regardez bien. Public, abstract, void, affiche-poids. Alors bien sûr, il faudrait que la classe soit abstracte. Alors en fait, le fait de déclarer une méthode affiche-poids qui est abstraite dans la classe fruit, ça veut dire qu'on est obligé de la redéfinir, n'est-ce pas? Avec le mot-clé override. C'est la même chose au niveau de la classe. Alors regardez bien, le fait d'ajouter cette méthode-là, est-ce que ça va nous simplifier l'application? Oui, il va nous éviter de faire ces tests. Alors maintenant, au lieu de faire tous ces tests-là, on va écrire tout simplement les fruits de i point affiche-poids.
Alors maintenant, vous voyez donc cette méthode abstraite que nous avons ajoutée, elle a été très utile dans un premier temps. C'est parce que, premièrement, il oblige de redéfinir la méthode dans les classes dérivées, premièrement. Mais deuxièmement, c'est parce qu'il nous permet d'utiliser plutôt le phénomène du late binding, autrement dit, le stochastic implicite. N'est-ce pas? Alors, ce qui va nous éviter, bien sûr, de faire ces tests. Alors maintenant, quand vous trouvez, par exemple, dans une application, dans votre application, qu'à chaque fois, vous faites des tests, par exemple, si c'est une instance de X, je fais ça, si c'est une instance de Y, je fais ça, alors vous allez vous poser la question, parce que ça, c'est des codes qui n'est pas très intéressant. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à changer au niveau de la conception pour éviter de faire ces tests, pour éviter de faire le stochastic implicite. Et c'est quoi la solution? C'est tout simplement de revenir à la conception et vous ajouter une méthode abstraite. Alors on va mettre ça en commentaire. Comment? Comment? Oui. Pour déterminer le type, en principe, on peut le faire. Quand est-ce qu'on est obligé de le faire explicitement? Dans le cas où la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente. Mais si la méthode est déclarée dans la classe parente, donc on n'a pas besoin de faire ce test explicitement, il se fait implicitement. C'est bien ça le polymorphisme, parce que c'est lui qui fait automatiquement le test. Voilà. Alors voilà, si vous exécutez l'application, donc vous allez avoir le résultat qui est tout à fait correct. Alors pour terminer, donc on va essayer de voir comment utiliser les collections. Alors ça concerne les tableaux. Alors après il y a les collections. Alors c'est quoi l'inconvénient des tableaux? Les tableaux, c'est que vous serez obligé de connaître la dimension. Quand je crée un tableau, j'ai besoin de connaître la dimension, n'est-ce pas? Alors ce qui fait que, quand est-ce qu'on utilise les tableaux généralement? Quand on connaît le nombre, la dimension du tableau, le nombre d'éléments par exemple. Mais généralement, sinon on va faire appel aux collections, c'est-à-dire à des tableaux qui sont dynamiques. En fait, une collection, c'est un tableau dynamique d'objets de type object, généralement, et dans lesquels on peut stocker, on peut ajouter, supprimer les objets dynamiquement. Il existe différents types de collections. On peut citer le cas de listes, les listes génériques, array list, dictionary, donc c'est à peu près l'équivalent d'une collection de type map ou hmap, h7. Alors il y a différents types de collections. Alors l'exemple qui peut être plus intéressant, qui peut être plus proche de celui que vous utilisez dans le langage Java, c'est la liste, plutôt le type liste générique. Alors comment utiliser les listes d'objets? Alors c'est ce qu'on va faire ici. Alors je vais reproduire le même exemple mais avec des collections. Alors tout d'abord, pour utiliser les listes, vous aurez besoin d'importer un namespace system.collections. Et après, on va déclarer une liste générique qui contient des fruits. Alors on va l'appeler les fruits et on va l'initialiser par égal new fruit. Alors c'est comme ça qu'on déclare la liste. Alors pour le moment, vous avez une liste qui est dynamique. Après, alors ici donc ça c'est un new list. Qu'est-ce que je suis en train de dire? New list de fruits. Donc je crée une liste, c'est pas des fruits, ce qui est normal. Après, pour ajouter les objets à la liste, on va utiliser la méthode add. Je veux ajouter plutôt un objet de type pomme 90. Les fruits point add. J'ajoute
un objet de type range. Et j'ajoute, avec toujours la méthode add, un objet de type pomme. Alors, c'est donc ça, c'est une liste. Donc, j'ajoute les éléments dynamiquement. Après, si vous voulez parcourir une liste, il y a deux moyens. Soit vous utilisez la boucle for int i égale à 0 et inférieur. La liste, c'est les fruits point count. Point count, parce qu'en fait, voilà, point count. Et plus, alors count, c'est-à-dire c'est le nombre d'éléments. C'est à peu près l'équivalent de size pour le cas des listes de Java. Parce que c'est, d'abord, on a parlé des tableaux. Quand il s'agit des tableaux, on utilise length. Quand il s'agit des collections, généralement, vous faites appel, chaque collection possède ses propres méthodes. Alors ça, c'est une propriété. Dans notre cas, il s'appelle count. Alors après, maintenant, pour accéder aux éléments de la liste, on va utiliser... Alors c'est un peu différent par rapport au langage Java, parce que dans Java, vous utilisez des méthodes comme get. Get pour récupérer l'élément numéro. Alors ici, donc, vous utilisez... Tout simplement, c'est comme si vous utilisez un tableau. Donc, vous utilisez les fruits de i point affiche, par exemple. Alors, automatiquement, c'est l'élément numéro i. Alors, si vous travaillez comme ça veut dire que, voilà, vous arriverez à parcourir donc les éléments de la collection. Alors, la deuxième solution, c'est d'utiliser for each. For each. Alors, en fait, for each, donc on l'écrit comme ça. For each, pour chaque fruit f, in la collection. La collection, c'est les fruits. Alors, dans ce cas-là, on va écrire f.affiche. Ben, c'est la même chose. Alors, ici, donc, soit vous utilisez cette boucle avec for, ou tout simplement avec for each. Alors, vous exécutez, vous avez le même résultat. D'accord? Alors, ça, c'est pour une collection de type liste. Alors, il existe également les collections de type dictionary. Alors, en fait, une collection de type dictionary, en fait, c'est comme une collection de type map. C'est une collection dans laquelle vous avez deux colonnes. La première colonne, c'est les clés, et la deuxième colonne, c'est les valeurs. Alors, par exemple, ici, donc, j'ai une collection fruits. Les clés, ça va être P1, O1. Et les valeurs, c'est des objets qui peuvent être soit des pommes, soit des oranges. Alors, pour utiliser une collection de type dictionary, on va utiliser donc deux types. C'est une collection générique. Le type des clés, c'est string. Et le type des valeurs, c'est fruits. Alors, ici, donc, pour ajouter un élément, on va utiliser add. On spécifie la clé. Et après, la valeur. Alors, ici, donc, c'est P1, ça représente une pomme. Et O1, ça représente une orange. Alors, après, si vous voulez récupérer un élément à partir de la collection, si vous connaissez la clé, directement, vous utilisez fruit de O1. Donc, je récupère l'élément dans la clé et O1. Alors, si vous voulez parcourir la même chose, vous voulez parcourir une collection de type dictionary, vous utilisez for each. Pour chaque fruit, fn fruit. Alors, fruit, c'est une collection. Et après, vous appelez values. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la collection de type dictionary, vous avez case et values. Alors, values, c'est les valeurs. Et case, c'est les clés. Alors, on va essayer donc de voir cet exemple-là. Alors, ça, c'est toujours l'utilisation des collections. Alors, pour déclarer la collection de type dictionary, donc vous avez, c'est une collection générique. La clé, c'est, pour notre cas, c'est le string. Et la valeur, c'est des objets de type fruit.
fruit égale new, tabulation. Alors, ajouter fruit, point, add. Alors, la méthode add, on va lui donner la clé. Par exemple, j'ai O1. Je vais lui associer new, orange. Fruit, point, add, P1. On va lui associer new, pomme. Alors, si vous voulez récupérer un fruit quelconque, F, sachant sa clé, on va utiliser fruit et entre crochets, on spécifie directement la clé. Par exemple, P1. F.affiche, pas de problème, donc je récupère. Et pour boucler, donc vous utilisez for each. Oui, en fait, les clés, vous mettez int, vous mettez un objet quelconque, c'est-à-dire que vous avez une colonne d'un type et une colonne de l'autre type. De toute façon, il y a les clés, il y a les valeurs, et après vous faites l'association qu'on voulez. Alors ici, donc, on va utiliser le type c'est fruit. Pour chaque fruit F, la collection c'est fruit, mais comme c'est une collection de type dictionnaire, vous allez appeler, alors soit case, alors case, si vous mettez case, ça veut dire que vous êtes en train de parcourir les clés. Alors ici, donc, ce qui nous intéresse, c'est de parcourir les valeurs. Et après, vous avez f.affiche. Sauf qu'ici, on ne peut pas utiliser f parce qu'on l'a déjà. f.affiche. Alors ça, c'est une méthode. Et ici, donc, vous avez le même résultat. Est-ce que c'est clair? Alors cette démonstration, il résume pratiquement un ensemble d'éléments. La seule chose que nous n'avons pas définie ici, donc, c'est les interfaces et d'autres concepts qu'on va voir juste après. Il y a un exercice d'application dans lequel on va essayer donc de travailler dessus. Ça va nous permettre de résumer les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors si vous avez des questions déjà, avant d'arrêter la démo. Je veux savoir la spécification des collections de type HMAP. HMAP. Alors, faites les collections de type HMAP, c'est comme dictionnaire, c'est la même chose. HMAP, c'est que vous avez une clé, une valeur. Alors, les clés, ça peut être des chaînes de caractères, des entiers, ou un type quelconque, et les valeurs, ça peut être des objets que vous manipulez dans votre application. Ben, il dit que donc, vous avez quelques méthodes qui permettent d'ajouter, comme par exemple des méthodes comme put pour ajouter des objets, et après get pour récupérer les objets. Alors la différence c'est quoi? C'est justement c'est ce que je vous représente ici. Une collection de type HMAP ou comme dictionnaire, vous avez en fait c'est un tableau à deux colonnes si vous voulez, pour faciliter. Il y a une table de hachage si vous voulez. C'est là que vous faites correspondre un objet à un autre. Alors ici donc qu'est-ce que vous avez ici? Je fais correspondre un objet à une clé. Donc si je connais la clé, je peux récupérer l'objet. C'est quoi l'intérêt d'avoir deux collections que Comment? Deux types de collections qui font la même chose. Oui, mais de toute façon, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, la collection de type dictionnaire ou HMAP, généralement, ils sont utilisés quand vous êtes dans une situation où vous voulez associer un objet à une clé. Alors que dans une collection de type liste, par exemple classique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça. Vous avez un tableau, chaque élément, il est indexé. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la différence en fait? Dans une collection de type liste, si vous cherchez un objet, il faut faire une boucle. N'est-ce pas? Vous faites une boucle de 0 jusqu'à le nombre d'éléments et vous testez. Alors que dans une collection de type dictionnaire, pour chercher un objet, si vous connaissez la clé, vous n'avez pas besoin de faire la boucle. Il suffit d'utiliser donc fruit de la clé et vous récupérez l'objet.
Alors, je ne sais pas si c'est ça votre souci, parce que, a priori, c'est ça votre question? C'est bon? C'est clair? Parfait. Si par exemple l'objet point contient deux paramètres, par exemple le point et le prix, Oui. dans le tableau où il y a la valeur, va être divisé en deux. Non, mais le fruit, c'est un objet. Alors après, le fruit, ses attributs, ça peut être c'est une structure de données, c'est-à-dire le fruit, il est défini par le poids, par d'autres attributs, ça ne concerne pas le type. L'essentiel, c'est que ici, quand je crée un objet, mais je lui transmets ses paramètres. Si on veut parcourir les valeurs de dictionnaire fruit, donc il va afficher le prix et le poids de chaque objet. Oui, mais quand vous avez un objet de type F, alors votre souci, il est là. Quand vous avez un objet F, maintenant vous voulez quoi? Vous voulez par exemple accéder, vous avez l'objet F, ça peut être soit une pomme, soit une orange, et vous mettez point, et après vous accédez aux attributs. Alors vous accédez aux méthodes attributs, poids, volume, c'est ce que vous voulez. Donc l'essentiel c'est que vous avez l'objet et vous accédez à ces attributs comme vous voulez. Alors dans notre cas ici, on ne peut accéder que aux méthodes affiche et affiche poids. Mais sinon, on pourra ajouter d'autres propriétés. Alors ici donc, en principe, si on résume, je vais juste créer un diagramme de classe. Ce serait l'occasion de vous montrer en même temps comment créer un diagramme de classe avec Visual Studio. Oui. Pour dire qu'on va afficher le poids, c'est uniquement, mais on va afficher le poids, c'est orange. On a un problème, on a ajouté override pour la méthode afficher le poids dans la classe orange. Ça fait. Alors en fait, pour créer un diagramme de classe, donc on va utiliser new item. Alors vous trouverez dans les éléments diagramme de classe. Vous arrivez à le voir? C'est un élément. Alors, new, add. Nouvel élément. New item. Add new. Voilà. En fait, j'étais pas sur le projet. J'étais sur plutôt le workspace et non pas le projet. Alors ici donc diagramme de classe. On devrait le. Ouais, classe diagramme. Alors vous avez un diagramme de classe. Après, bon, vous avez soit que vous créez des classes et après vous générez le code, ou tout simplement, on va essayer donc d'utiliser les classes. Vous les faites glisser. Vous avez les classes. Alors vous avez orange. Bon, c'est ça le modèle que nous avons créé. Vous avez la pomme. Et la classe programme, de toute façon, c'est une classe indépendante. Voilà, ce modèle. Alors, vous avez les éléments qui sont définis. Mais après, bien sûr, avec les outils, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres éléments et de créer des associations. Bien sûr, c'est le cas où vous êtes en train donc de rédiger, de concevoir un diagramme de classe. Alors, avec ça,
on va essayer donc de faire un exercice d'application. Alors on va le lire rapidement et après donc on va essayer donc je vais vous laisser le temps pour le concevoir tout d'abord et après on va essayer donc de voir la partie correction, sachant qu'il y a déjà des éléments de correction dans ce document. Alors regardez bien, donc on souhaite créer une application programmation orientée objet avec C# qui permet de calculer le coût de transport des marchandises transportées dans des cargaisons. Alors une marchandise est définie par le numéro, le poids, le volume. Une cargaison peut transporter plusieurs marchandises. Il existe deux types de cargaisons, les cargaisons routières et aériennes. Alors ici, donc, quand vous dites qu'il existe deux types de cargaisons, c'est l'héritage, n'est-ce pas? Alors chaque cargaison est définie par la distance de parcours, parce qu'on voudrait transporter une cargaison pour une distance. Les opérations que l'on souhaite exécuter sur cette classe sont ajouter une marchandise, c'est-à-dire dans la classe cargaison, on devrait pouvoir ajouter une marchandise, afficher toutes les marchandises, consulter une marchandise sachant son numéro, consulter le volume total des marchandises, consulter le poids total des marchandises, calculer le coût. Regardez bien. Calculer le coût de la cargaison qui dépend du type de cargaison. Alors quand vous avez une phrase comme ça, comment vous allez la traduire dans la conception? Alors pour une cargaison, j'ai besoin de calculer le coût de la cargaison. Mais ça veut dire qu'il y a une méthode qui permet de calculer le coût, n'est-ce pas? Mais pour calculer le coût, le calcul des coûts dépend du type de cargaison. Est-ce qu'il s'agit d'une cargaison routière ou aérienne? Alors c'est quoi la solution? Donc, on va définir la méthode de calcul du coût dans la classe mère et on va la redéfinir dans la Exactement. classe. Alors ça c'est un bon exemple dans lequel vous avez une méthode coût qui est abstraite dans la classe cargaison, mais après on va la redéfinir dans les classes dérivées, c'est-à-dire cargaison routière et aérienne. Ben justement, une cargaison aérienne c'est quoi? C'est une cargaison dont le coût est calculé selon la formule suivante. Alors le coût égale 10 fois la distance fois le poids total des marchandises si le volume total est inférieur à 80 000, ou bien le coût égale 12 fois la distance fois le poids total des marchandises si le volume est supérieur ou égal à 80 000. Et après vous avez une cargaison routière, est une cargaison dont le coût est calculé en fonction de la formule suivante. 4 fois la distance fois le poids si le volume est inférieur à 380 000, il est égal à 6 fois la distance fois le poids total s'il est supérieur ou égal à cette valeur. Le travail qui est demandé. Créez tout d'abord un diagramme de classe. Ensuite, vous allez implémenter la classe marchandise, cargaison routière, cargaison aérienne, et après vous allez créer une application console dans laquelle vous allez manipuler voilà, vous allez créer une cargaison routière, vous ajoutez des marchandises, et après par la suite vous essayez d'afficher toutes les marchandises de la cargaison, afficher le coût de la cargaison, et vous faites la même chose pour la cargaison aérienne. Et après vous allez essayer donc de créer une application graphique. Alors ça c'est un bon exemple qui permet à nouveau donc de résumer les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors vous avez ici donc une idée sur la conception, mais je vais tout d'abord vous laisser travailler ça et après on va faire la correction. Alors ici donc j'ai déjà quelques éléments de correction. Je ne vais pas vous les donner maintenant, donc vous allez essayer tout d'abord de travailler. Après par la suite on va essayer de corriger ça. Oui. Le diagramme de classe. Alors en fait, le diagramme de classe, il faut aller vers le projet, pas la solution. Le projet, new, add, et item, et vous allez trouver donc, voilà, classe diagramme. Là, mais tu le crées ici, après tu fais glisser les classes. Parce qu'au début, il est vide, c'est-à-dire que tu prends la classe par exemple fruit, tu la fais glisser dans le diagramme de classe.
Voilà.